Nous sommes toujours à la REF du MEDEF, la REF 2025, la rencontre des entrepreneurs de France, à Roland-Garros. Boursorama, évidemment, est partenaire de ce rendez-vous économique de rentrée. Et après Patrick Martin, ce matin, président du MEDEF, à présent, c'est au tour d'Éric Trappier d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, PDG de Dassault Aviation et président de l'UIMM. Déjà, un petit mot juste avant de parler de politique française, parce que, évidemment, c'est un sujet. Comment vous jugez l'accord cet été entre les États-Unis et l'Union européenne sur les 15% de droits de douane? Vous faites partie de ceux qui disent que on a évité l'escalade, c'est un moindre mal, c'est déséquilibré. Vous en pensez quoi, avant de rentrer dans le détail? Avant toute chose, comme société de l'aéronautique, on a réussi à avoir une exemption des droits de douane. Donc on ne peut que se satisfaire de cet accord qui a été bâti. C'est un soulagement. C'est un soulagement, mais il a été bâti des deux côtés de l'Atlantique. C'était l'intérêt des deux parties de ne pas avoir de droits de douane croisés sur les pièces et les avions de l'ensemble de la filière aéronautique. Donc ça, c'est une bonne chose. Notamment les pièces en acier, en aluminium. Il y avait sur l'ensemble de ce qui touche l'aéronautique, c'était vraiment une volonté commune des deux côtés de l'Atlantique d'essayer de ne pas avoir ces droits de douane croisés, parce qu'il y aura eu des mesures de rétorsion. Donc ça, c'est une bonne chose. Pour le reste, c'est plus compliqué. Si vous prenez l'ensemble des secteurs, par exemple de l'automobile, vous prenez 15% de plus, dans une industrie où la compétitivité est déjà mise à mal. C'est donc un accord difficile qui est plutôt à l'avantage des États-Unis. Comment vous le qualifiez? Est-ce que c'est le moins mauvais des accords? Peut-être. Ouais. Il y a encore des zones de flou ou pas autour de cet accord de droit de douane à 15%? Il y a encore des petits astérix, des points à régler? Oui, je pense que ça n'arrêtera pas. C'est-à-dire que des droits de douane sur l'ensemble de l'économie entre deux blocs que sont les États-Unis d'un côté et l'Europe de l'autre, il y aura des ajustements permanents, il y aura des interprétations permanentes. Donc il faudra faire évoluer cet ensemble de nouvelles règles avec la pratique demain, après-demain et dans les années qui viennent. Est-ce qu'on se dit que les conséquences de cet accord pour l'ensemble de l'économie française seront négatives? Ou est-ce qu'on se dit que ça dépend des secteurs, ça dépend de la taille d'entreprise? Ça dépend aussi de l'environnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marché mondial, c'est difficile. Il n'y a pas que les droits de douane entre l'Europe et les US, il y a aussi les droits de douane entre les US et d'autres pays. Donc il faut regarder l'ensemble, des rebonds qu'il va y avoir. Est-ce que les Chinois vont devenir plus agressifs en Europe parce qu'ils vont vendre moins aux États-Unis, par exemple? C'est un risque, difficile de l'évaluer aujourd'hui. En tout cas, ça crée des tensions, ça crée des inquiétudes. Et il va falloir faire face à l'ensemble de ces inquiétudes pour les secteurs les plus touchés. Mais vous voyez, le secteur des spiritueux est plutôt inquiet. Ouais. On peut dire ou pas que c'est un accord qui va affaiblir l'industrie française? C'est un accord qui ne renforce pas l'Europe. Oui. Donc, qui l'affaiblit. Ça ne le renforce pas. En relatif, oui. Bon. Et on se dit comment concrètement, parce que là c'est quelque chose d'assez macro, mais comment est-ce que nos industriels vont encaisser ce choc des tarifs de 15%? C'est quoi? Ça veut dire augmenter les prix, rogner les marges, peut-être produire plus sur le sol américain, ce que souhaitait en creux évidemment Donald Trump, ou chercher peut-être aussi des nouveaux relais de croissance à l'international? Oui, très certainement, l'entreprise fait toujours face aux difficultés, se réoriente. Donc, la compétitivité sera un sujet. C'est pour ça d'ailleurs que, compte tenu de l'ambiance locale, Patrick Martin l'a bien redit, il n'est pas question d'alourdir la fiscalité sur l'entreprise, d'alourdir les charges sur l'entreprise. Au contraire, il faut les alléger pour donner les capacités de rebondir face à cette contrainte de compétitivité. Non pas parce qu'on veut, sans compter l'euro, sans compter aussi l'euro qui a pris 15% sans compter l'euro versus le dollar. Mais ces contraintes de compétitivité qui sont faites par le monde, qui ne sont pas faites simplement par la France ou par l'Europe. Donc oui, il va falloir rebondir, aller chercher des nouveaux marchés à l'export, parce que la balance commerciale française n'est pas bonne. Donc de toutes les manières, ça va dans le bon sens d'aller chercher d'autres marchés que peut-être ceux des États-Unis. C'est aussi peut-être se réimplanter dans d'autres pays, malheureusement, d'une certaine manière, mais ça contribue à l'équilibre pour pouvoir sauver ce qui est sauvable en France quand la filière rencontre des difficultés, être capable d'ouvrir des usines dans d'autres pays pour gagner cette bataille de la compétitivité. Donc la compétitivité, c'est un ensemble majeur. Et c'est pour ça que dans le contexte actuel, on espère fortement quand même que la fiscalité ne va pas s'alourdir pour les entreprises. L'avenir nous le dira. Ce qui est sûr, c'est que
On a tous été pris de court par cette annonce du Premier ministre qui donc va solliciter un vote de confiance au Parlement le 8 septembre. Les jours de son gouvernement apparaissent, semblent a priori comptés. Ça vous inquiète qu'on retombe comme ça dans une crise, des tensions politiques si on n'a plus de gouvernement non, moi, ce que je peux constater, dans 2 semaines? c'est que ce que dit le Premier ministre, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord pour dire que le poids de la dette est lourd et qu'il va bien falloir faire quelque chose, puisque la première D'où elle ligne... vient cette dette? C'est une question que les Français se posent Ah souvent. bah, elle vient depuis des décennies. Donc quelque part, on vit à crédit. Et il y a un moment donné, chaque ménage français le sait, quand on vit à crédit, il faut rembourser les crédits. Donc il faut être capable de rembourser le crédit. Mais quand la traite du crédit devient telle, et ça devient lourd. Donc c'est le surendettement. Donc à un moment donné, il va bien falloir trouver des solutions pour baisser, non pas la dette, mais l'endettement. Parce que je rappelle que les plans qui sont mis en place, c'est pour passer de 5% à 4%, pour revenir un jour vers 3%. Et stabiliser, pour stabiliser la dette. Stabiliser, elle augmentera quand même de 3%, même si on revenait à 3%, et elle est à 114% du PIB. En dessous de 3% qui devient de lourd. déficit, la dette se stabilise. Et si jamais les agences de notation, les fameuses dont tout le monde parle, se dégradent, le poids de la dette, les intérêts de la dette va encore augmenter. Donc le remboursement va augmenter, parce qu'il faut réemprunter pour payer la dette. Donc quelque part, il faut bien arrêter cette folie. Je pense que les Français ont compris. D'ailleurs, je pense que j'ai vu un Après, sondage c'est les solutions. Quelle solution ? Exactement. 70% des Français ont compris qu'il y a un sujet sur la dette française. Après, la question, c'est qui paye la facture, et là, personne ne veut la payer. Ni les entreprises. C'est là où celui qui s'est endetté et qui est endetté doit aussi regarder à économiser, à dépenser moins. Alors, c'est complexe. Il n'y a pas de majorité aujourd'hui. Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée pour voter ça. On l'a compris. Il faudra attendre que la crise s'aggrave pour qu'un jour, il y ait quand même un consensus qui permette de dire, indépendamment des différences et des divergences politiques, il faut quand même trouver un socle commun qui veuille s'attaquer au sujet qui va, in fine, nuire à la France. En même temps, on comprend bien le niveau d'endettement qui est très élevé, et en même temps, on voit bien que sur les marchés, la dette française se place très bien, sans difficulté. Même si les taux ont un petit peu augmenté, on ne voit pas l'urgence. Pour l'instant. Dès que les notes vont se dégrader, vous allez voir, ça va aller plus vite. Vous redoutez cette tempête financière si jamais le gouvernement Bayrou chute? Non, je pense qu'il n'y aura pas une tempête financière du jour au lendemain. Parce qu'on nous a dit ça avec Barnier, ça ne s'est pas produit. Non, moi, je ne suis pas pour plaider la politique du pire dans ces domaines-là. Ce qui est sûr, c'est que pour nous, les entreprises, puisqu'on est là ici à la REF pour parler des entreprises, l'entreprise, elle continue, elle ne s'arrête pas de travailler, elle continue à produire, elle continue à enrichir. En fait, c'est un endroit de stabilité, l'entreprise. Elle donne de l'emploi, elle paye ses charges sociales, elle paye ses impôts, elle permet des investissements, etc. Donc, il faut la stabiliser encore plus en évitant de toujours modifier les règles fiscales pour être sûr que les investisseurs vont continuer à venir et favoriser ce climat d'entreprise qui est nécessaire, c'est-à-dire la politique de l'offre, parce que c'est l'entreprise qui finalement génère l'économie d'un pays. Et donc, si on alourdit les charges sur les entreprises, elles vont moins être compétitives, elles vont donc moins produire, elles vont donc moins générer de capacité à se sortir de cette impasse. Après, j'en parlais ce matin avec Patrick Martin. Il y a un rapport du Sénat qui dit 210 milliards d'euros d'aide aux entreprises. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de taper un peu là-dedans? Non, mais la réponse est il n'y aurait pas besoin de donner 210 milliards si on ne prenait pas 10 fois plus. C'est-à-dire, quelque part, nous, on ne demande pas des aides. C'est simplement que les gens se rendent compte qu'à force d'alourdir les charges sur les entreprises, si on ne les allège pas, on ne vend plus. Si on ne vend plus, on ne génère plus de richesse pour le pays, d'emplois, de paiement de charges sociales, d'impôts, etc. Donc plus de recettes fiscales, plus de cotisations. C'est une espèce de truc. Donc nous, ce qu'on plaide en tant qu'entreprise, c'est baisser les charges et vous n'aurez plus besoin de faire d'allègement de charges. Sinon, on donne de l'argent, on nous le redonne, ça n'a pas de sens. Faisons un équilibre là où c'est nécessaire. Et puis, voilà, ce qui veut dire, effectivement, si on veut sauver le modèle social, être capable aussi de réformer
la manière dont on dépense et la manière dont on récupère l'argent. La gestion paritaire est une bonne gestion, c'est-à-dire nous on est pour cette gestion paritaire. Regardez les caisses de retraite du secteur privé sont bien gérées. Donc quelque part, c'est possible. Il faut juste donner la main aux partenaires sociaux pour gérer cette manière de faire et pas forcément d'imposer ce que l'État veut pour boucher sa dette. Dans ce débat politique chaotique et instable, est-ce que c'est le rôle des entreprises, des chefs d'entreprise, que de prendre position dans ces débats-là? J'ai vu passer aujourd'hui un sondage L'Opinion qui montre que 70% des Français, oui, attendent que les entreprises s'engagent et apportent des réponses. C'est normal parce que d'une certaine manière, on est au cœur de ceux qui payent. Il y a les salariés qu'on embauche et qu'on paye, qui payent leurs charges sociales, qui payent leurs impôts, et nous-mêmes, entreprises, on paye nos impôts, on paye nos charges sociales. Il est donc normal qu'on demande à être partie prenante réelle du règlement d'un certain nombre de solutions. Ou sinon, si on fait sans nous, eh bien, ça pose la question de savoir pourquoi on reste dans le pays. Donc, à un moment donné, il faut bien qu'on soit au cœur des débats, de la même manière que les organisations syndicales doivent être aussi au cœur des débats. Et qu'on ait un débat, non pas stérile, mais un débat réel sur c'est quoi les problèmes, comment on peut proposer des solutions et comment on peut se mettre d'accord sur des solutions. On ne sera pas d'accord sur tout. Et une fois qu'on a un accord entre partenaires sociaux, mais le Parlement doit dire, OK, s'il y a un accord avec les partenaires sociaux, on le prend de base, comme c'est le cas en Allemagne. Ouais. Après le plan Bayrou, 44 milliards d'euros d'économie, des sondages ont été faits dessus, 70% des Français le rejettent. Il faut quand même l'entendre, ça aussi. Peut-être que l'effort demandé est trop important. Oui, je crois. Il y a une question aussi d'acceptabilité sociale. Je crois qu'il y a des maladresses qui sont faites. Quand on polarise pendant 2 mois sur les deux jours dont le salarié va travailler un jour de plus sans être rémunéré de manière complémentaire, parce que c'était une compensation au fait que... Et que l'entreprise doit payer aussi sans en tirer un seul bénéfice, ouais. Ça ne crée pas les conditions de l'accord. Bon, donc, le but, c'était d'essayer de trouver des solutions. Ce n'est une parmi d'autres. Je veux dire, le Premier ministre n'a pas proposé que cette solution, il y en a d'autres. Bon, faire chuter un gouvernement uniquement pour cette histoire des 2 jours, bon, donc je ne sais pas bien comment les sondages sont retranscrits par rapport à ce ressenti. Là, je parle au PDG de Dassault Aviation, qui a sa double casquette aussi de président de l'UIMM. Le Times of India, selon le magazine, l'armée de l'air indienne milite en faveur d'une nouvelle commande qui pourrait aller jusqu'à 114 Rafales de plus. Est-ce que oui ou non, une méga commande est dans les tuyaux? Et ne me dites pas Joker. La première chose sur laquelle je rebondis, c'est que si les Indiens sont prêts, ce qu'ils n'ont pas fait, à racheter des avions, ils l'ont fait pour la marine indienne il y a quelques mois, c'est qu'ils sont satisfaits du Rafale. Ça, c'est pour tous ceux qui font des commentaires désagréables contre le Rafale, parce que ils sont jaloux de la capacité et des performances du Rafale. Donc les Indiens sont satisfaits avec le Rafale. On sait depuis bien longtemps qu'ils ont des besoins en quantité bien plus grande que celles qui ont été annoncées jusque-là. Et donc 62 appareils aujourd'hui. Oui, ils parlent de 62, mais on parle aussi de 114 depuis un certain nombre d'années. Donc déjà commandé, ceux déjà commandés. 62, mais là, ils parlent de 114. De 114, donc ça ferait, donc on sait très bien. Ça serait la plus grande commande de l'histoire pour Dassault. Oui, sûrement. Oui. Ouais. Mais la contrepartie qu'ils nous demandent, c'est d'être capable de produire aussi un peu en Inde. Quand je dis un peu, beaucoup. Donc on est prêt à le faire parce que avec cette commande, on donnera du travail à l'Inde, mais on donnera aussi du travail en France. Qu'est-ce qui serait produit potentiellement en Inde? Une capacité à faire une chaîne de production locale, et on verra les équilibres qu'il y aura entre l'Inde et la France. C'est à discuter, à négocier dans les mois à venir. Le momentum est favorable aussi, notamment ce qui se passe entre Trump et l'Inde, et ces surtaxes à 50%. Ça, c'est politique, donc... le momentum est favorable. Je pense que c'est plutôt favorable à la France. Une annonce d'ici la fin de l'année est possible? Je ne sais pas. Avec l'Inde, je suis prudent. C'est une affaire politique indienne. Bon. Le mot d'ordre pour vous pour cette rentrée en tant que président de l'UIMM, au vu, encore une fois, de la conjoncture, au vu de l'instabilité politique, le mot d'ordre, c'est quoi? C'est d'essayer de positiver sur ce qui marche, l'aéronautique. À savoir l'aéronautique, ça marche. Bon, donc, on a toujours des problèmes d'embauche, de formation. Donc, l'UIMM est très offensive
dans la capacité de renforcer les centres de formation au sein de l'UMM, mais aussi avec l'éducation nationale. On a besoin de gens formés pour rejoindre l'aéronautique. On est plus inquiet sur l'automobile, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois. La sous-traitance automobile souffre beaucoup. Là aussi, on travaille sur des solutions de reconversion. Est-ce que des salariés qui travaillent dans l'automobile ne peuvent pas venir travailler dans l'aéronautique? Alors là, on se heurte aussi à des problèmes de mobilité. Les secteurs d'emploi de l'automobile ne sont pas forcément ceux de l'aéronautique. La défense se porte bien. La défense, elle est dans l'UMM, que ce soit l'aérien, le naval ou le terrestre. Le terrestre est en train de prendre en compte cette problématique de reconversion entre l'automobile et la défense terrestre, dans le centre de la France en particulier et à l'Est. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc il y a ce gros besoin de formation. On a besoin de préparer la fabrication des futures centrales nucléaires. Donc il y a besoin aussi de former tous ceux qui vont rejoindre l'industrie nucléaire, dont on a tellement besoin en termes d'autonomie stratégique de l'énergie. Donc tout ça est porteur. Donc tout ça est porteur, tout ça est... Voilà, donc il y a des nuages, on ne le cache pas, Patrick Martin l'a rappelé, nous-mêmes on peut s'inquiéter de cette instabilité française, mais à côté de ça, les filières industrielles, elles ont du travail dans certains domaines, et il faut qu'elles le production industrielle qui est repartie à la hausse là, au mois de juin. Oui. Alors il ne faut pas se tromper, c'est pas parce que c'est bon dans un sens que tout va bien. Et c'est pas parce que ça va mal dans certains domaines que tout va mal. Donc il faut savoir trouver les bons équilibres sur... nous, UMM, on sait ce qu'on a à faire. On a la formation des métiers, c'est la clé de notre organisation. On doit l'intégrer dans une réalité économique, on doit l'intégrer dans une réalité sociale, capable de justement faire que ces équilibres favorisent l'industrie en France. La réindustrialisation que tout le monde appelle de ses voeux, on n'y est pas encore. On est encore dans un moment où la croissance de l'industrie n'est pas encore arrivée. Donc il y a aussi des rééquilibrages à faire entre décarbonation, ouverture de nouvelles usines. L'un n'empêche pas l'autre, mais il faut le savoir le faire au bon rythme. Et de temps en temps, les surnormes, le fait que tous les jours on nous donne des normes supplémentaires à prendre en compte pour il a dit François Bayrou qu'il était prêt à retirer des normes. Oui, on attend que ça, entre la volonté de le faire et le faire, que ça soit au niveau français qui surtranspose toujours fortement les normes qui viennent d'Europe à profusion. C'est pas forcément le gouvernement, c'est aussi le Parlement. Donc il faut que tout ce tissu politique comprenne qu'il faut être capable d'attirer plus, donc de produire plus, ce qui n'empêche pas, comme on l'a toujours dit, de jouer la décarbonation d'une certaine manière, mais au bon rythme. Donc il faut écouter l'industrie pour être capable de faire plus d'industrie. Les entretiens avec Éric Trappier, donc le PDG de Dassault Aviation, président de l'UMM, enregistré depuis la REF 2025 du MEDEF à Roland-Garros. Merci à vous. Merci.